Pour ceux qui n'ont pas vu, un film un peu nerveux. Oui. Ah oui. C'est insupportable, je trouve. Le niveau Du coup, c'est absurde. Du sang dans la bouche, du sang dans les yeux, du sang n'importe où. Arrête, non, mais tu veux qu'on se fasse vraiment blacklister par YouTube? Le 18 juin prochain sort au cinéma le film 28 ans plus tard, troisième numéro d'une trilogie qui a commencé en 2002 avec 28 jours plus tard et qui avait à la suite en 2007 28 semaines plus tard. Donc les trois films sont des films d'horreur dans lesquels on retrouve des personnes infectées. On est pratiquement sur des films de zombies, mais il y a une différence qu'on va voir après. Et donc on a décidé de vous reparler des deux premiers en attendant le troisième, pour ceux qui n'ont pas vu ou ceux qui ont vu il y a longtemps les deux premiers films. Le premier film donc était réalisé par Danny Boyle, un réalisateur britannique qui à l'époque avait été reconnu pour le film Trainspotting, qui par la suite a fait d'autres films qui ont été connus et appréciés par le public comme Slumdog Millionnaire. À l'époque, c'était plutôt un réalisateur qui avait montré qu'il savait faire des films un peu nerveux, assez jeunes dans la réalisation, et donc ça correspondait plutôt bien là à ce qu'on voulait dans ce film-là, puisque comme je disais tout à l'heure, la différence d'un film de zombies, là en fait les infectés sont des sortes de zombies mais qui sont extrêmement rapides, donc on ne retrouve pas cette lenteur qu'on pouvait retrouver dans les films de zombies de Romero, pour prendre le meilleur dans la catégorie. Et en plus, il y a un jeu qui se fait en fait avec aussi le sang. C'est-à-dire que du sang dans la bouche, du sang dans les yeux, du sang n'importe où, infecte, ce qui n'était peut-être pas le cas des zombies qui, eux, devaient mordre. Voilà, donc là, il y a une différence qui arrive à partir de 28 jours plus tard. Alors, à ma connaissance, je crois que c'est un des premiers films de ce type-là, où justement on avait des entre guillemets zombies rapides. Et en fait, l'intérêt aussi, c'est que la différence, c'est que un zombie, en général, on lui tire une balle dans la tête pour le tuer, alors que là, pour le coup, comme c'est des humains infectés, en général, si on tire plusieurs fois dessus, on les tue directement. En fait, on n'est pas obligé de tirer dans la tête. C'est aussi une différence qu'on retrouve avec les zombies. Petite précision, pour l'infection, je crois qu'il n'y a pas que le sang, il y a également la salive. C'est salive et sang. Alors certainement, mais en général, dans la salive, ils ont du sang, donc du coup... Oui, c'est vrai. En fait, souvent, quand ils bavent, ils bavent du sang. Non, mais il y a un truc dans le deuxième film qui fait que... Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, t'as raison. C'est vrai. Même sans sang, t'as raison, la salive compte. Du coup, tout ce qui est substance, j'allais dire... tout ce qui est, à mon avis, même tellement transmissible, du coup. Arrête, non, mais tu veux qu'on se fasse vraiment blacklister par YouTube? Allez voir notre dernière vidéo qui a été shadowban par YouTube. Ça nous fera plaisir. Ouais. Reprenons. Du coup, voilà. Donc, sur le premier film, on va d'abord s'arrêter sur le premier film. L'acteur principal, c'est Cillian Murphy, qui à l'époque était beaucoup moins connu, et maintenant qu'on connaît pour Peaky Blinders ou pour Oppenheimer, pour prendre les deux choses les plus connues qu'il ait faites dernièrement. Il y avait également Brendan Gleeson, dont vous connaissez certainement le visage, et il y a également Christopher Eccleston, pardon. Les deux sont aussi des acteurs britanniques. Je crois que Gleeson doit être peut-être irlandais, et Eccleston doit être anglais, je crois. Il me semble que Christopher Eccleston a été un des... Doctor Who. Doctor Who, exactement. Exactement, c'est un des Doctor Who, donc un acteur bien implanté du coup en Grande-Bretagne. Qui a une gueule, qui a vraiment une gueule. Ouais, qui a vraiment une gueule. Et Brendan Gleeson, j'aime beaucoup aussi Brendan Gleeson, qui est un acteur assez costaud, voilà, et qui est très très bien aussi. Donc le casting était pas mal, les acteurs étaient d'un point de vue international un peu moins connus à l'époque, mais depuis ils ont fait leurs preuves, ils sont déjà plus connus les visages, surtout Cillian Murphy du coup qui depuis surtout Peaky Blinders, Oppenheimer est quand même un acteur extrêmement connu et reconnu. Donc je parlais donc de Danny Boyle, donc on est sur une réalisation qui est plutôt comme je le disais tout à l'heure assez rythmée, puisque voilà à l'époque c'était un peu le réalisateur un peu jeune et tout. Donc la réalisation rythmée est plutôt intéressante puisque comme on le disait tout à l'heure, les personnages sont rapides, en tout cas les zombies entre guillemets sont extrêmement rapides. Donc les agressions sont rapides, c'est assez sanglant. Et du coup, c'est vrai qu'à l'époque, c'était Alors, depuis, on en a vu d'autres comme ça, mais c'est vrai qu'à l'époque, ça a amené quelque chose de nouveau à ce type de film. Et c'est pour ça que le film avait, je pense, plutôt bien marché et que les amateurs d'horreur avaient beaucoup aimé 28 jours plus tard. Petit élément que je vais te laisser peut-être dire, tu vas expliquer ça. Il y a un point commun assez étrange entre 28 jours plus tard et la série The Walking Dead. Enfin, la série ou les comics, puisque à la base, la série est tirée de comics. Ouais, le point commun qui saute aux yeux quand on regarde 28 jours plus tard, c'est la scène d'introduction où on voit le personnage joué par Cillian Murphy se réveiller dans un hôpital et probablement d'un coma et se rendre compte que l'hôpital est désertique et par la suite se rendre compte qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé, un événement important qui fait qu'il n'y a plus personne. Ça nous fait penser à l'introduction de The Walking Dead,
que ce soit le comics ou la série, et les deux sont sortis à 1 an d'écart. Tu me disais C'est ça, en fait, la BD est sortie 1 an avant le film. Au niveau du film, le scénariste a dit qu'il s'était pas du tout inspiré, qu'il n'était pas au courant, que c'était le hasard. Le hasard est assez étrange. Après, moi, je me demande s'il n'y a pas un script qui s'est baladé ou des gens qui ont parlé. Mais c'est vrai que le hasard est quand même assez bizarre. Enfin bon, après, ça gêne pas pour le film, mais c'est vrai que depuis The Walking Dead est très connu, et les gens qui ont vu The Walking Dead, s'ils n'ont pas vu 28 jours plus tard, quand ils vont 28 jours plus tard, ils vont avoir l'impression que 28 jours plus tard a copié sur The Walking Dead, ce qui est peut-être un peu vrai. Mais bon, ça gêne pas après pour le film. Après, le reste du film est un peu différent. On reste quand même sur des bases de films de zombies. Comme je disais, même si c'est pas un vrai film de zombies, mais ça reste sur des bases de films de zombies et de films post-apocalyptiques. Comme The Walking Dead, je reviens dessus, mais on va beaucoup s'intéresser aux personnages, aux liens entre les personnages qui essaient de survivre. Et après, on retrouve dans la structure des classiques, j'ai envie de dire, Danny Boyle connaît bien ses classiques, puisqu'on retrouve les lieux isolés comme on pouvait l'avoir dans La Nuit des Morts Vivants. On retrouve un passage aussi au niveau d'un centre commercial, même si c'est pas très long, mais ça peut faire penser un peu à zombie. Et on a même, c'est pas un gros spoil, mais on a même à un moment le passage d'un zombie domestique, on va dire, plus ou moins, en tout cas qui est gardé, qui a accroché une chaîne, et qui fait penser au personnage je crois qu'il s'appelait Bub dans Le Jour des Morts Vivants. Le 3e de la trilogie, je C'est crois, ça, celui où des militaires aussi gardent un zombie en fait attaché à une chaîne pour plus ou moins l'étudier. Et donc on retrouve ça aussi. Donc c'est vrai qu'on sent que Danny Boyle, en tout cas, ou le scénariste on va dire, connaissait bien ses classiques, puisque voilà, on retrouve un peu du Romero. Ouais, ce qui ressort de ce film-là, c'est vraiment, moi, 2 choses. C'est vraiment la réalisation qui est... alors il me semble que c'était tourné en numérique intégralement à l'époque. Alors je pense pas que c'était courant, enfin non pas que ce soit non plus un film très ancien, mais je pense que ça joue aussi, et c'est le côté donc nerveux comme tu disais, et le côté surtout que les infectés sont très rapides. Et du coup, ça met vraiment énormément de pression par rapport à des films de zombies auxquels on s'est habitué un petit peu ces dernières années, il faut l'avouer. L'autre chose qui est intéressante, je trouvais, bon, c'est pas que c'est hyper original, mais je trouve sympa de voir aussi toutes les rues un peu vides de Londres. Toute cette ambiance en fait qu'il met en place, il y a aussi des images qui rappellent d'autres choses. Alors, bien sûr, il n'insiste pas, mais automatiquement, il sait que ça va avoir une répercussion sur le spectateur, parce qu'on voit des images qui ressemblent plus ou moins à des charniers, ce genre de choses. Donc c'est vrai qu'on voit un peu l'horreur de la chose. Et en fait, moi, ça va me permettre de placer ça, parce que j'en ai jamais parlé sur aucune vidéo, mais de voir un peu les rues de Londres. Donc on voit quand même, c'est typiquement anglais. En plus, on a une image assez britannique, hein, quand même, on sent que c'est un film britannique. Et bien ça m'a rappelé un peu une série qui est malheureusement assez méconnue et qui n'a jamais eu de fin, qui s'appelait Survivor, une série britannique qui était sortie en 2008, je crois, de mémoire, et qui parlait justement de gens qui survivaient après qu'il y ait 99% de la population qui était morte, en fait. C'était une série post-apocalyptique qui était très sympa et où on les voyait beaucoup évoluer dans les rues de Londres qui étaient vides. Et c'est vrai que du coup, quand j'ai vu 28 jours plus tard, ça m'a un peu rappelé ça. Survivor est arrivé après, mais on retrouve là-dessus et l'ambiance est plutôt pas mal, je trouve. D'accord, je connaissais pas. Donc C'est une série qui est cool, mais malheureusement qui n'a pas de fin. D'accord. Et au moment où il y avait un gros retournement, ils ont arrêté la série malheureusement. Ok. Et à noter sur les scènes où le personnage principal se balade dans les rues vides, il faut savoir que c'est pas comme aujourd'hui quand on regarde The Last of Us notamment. C'est pas des CGI, enfin c'est pas des décors qui sont faits par ordinateur. Ça a vraiment été tourné dans les rues vides de Londres. Certainement tôt, j'imagine. Oui. Souvent, ils font ça très tôt, ouais, ils font ça très tôt, souvent. Et pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, le côté un peu Walking Dead, c'est-à-dire où on travaille un peu sur les personnages, les liens entre les personnages, on retrouve beaucoup ça, surtout sur la fin, je trouve. Au début, on est plus sur une exploration, voilà, ils apprennent un peu à survivre, ils sont en petits groupes en plus. Et sur la fin, sans spoiler, ils rencontrent d'autres personnes, un peu plus nombreuses. Et là, on rentre plus dans cette critique de l'homme, qui était un des gros points de Walking Dead, parce que Walking Dead, pour ceux qui n'ont pas vu, c'est autour de zombies, mais assez rapidement, les zombies sont presque accessoires en fait à côté. C'est plus les liens entre les gens qui sont importants, la façon dont les gens peuvent s'entraider ou au contraire se mettre des coups de couteau dans le dos. Et ça, on le retrouve un peu dans 28 jours plus tard, donc c'est aussi un truc assez sympa dans le film. Moi, j'ai une autre référence qui m'est parvenue quand j'ai regardé ce film-là, c'est l'Armée des 12 singes, avec le principe sur l'introduction du film, où en fait, contrairement aux films de zombies, et aux séries de zombies, notamment The Walking Dead, où on ne sait pas d'où vient exactement cette infection qui fait que les gens deviennent zombies. Je te coupe deux secondes par rapport à ça, en fait, parce que c'est un truc qui était très nul. Dans la série The Walking Dead, pas le comics, la série, ils avaient rajouté ça à la fin de la première saison, ils arrivaient dans des laboratoires.
Ils avaient commencé à introduire le truc et après ils ont heureusement laissé tomber parce que c'était pas dans le comics. Contrairement à The Walking Dead, on sait dès le début, dès l'introduction du film, d'où vient cette épidémie qui rend les gens infectés. Et ça m'a fait penser du coup au film L'Armée des 12 singes, parce qu'il s'agit d'un groupe d'activistes qui vont libérer des animaux dans un laboratoire, et ces animaux sont infectés par le virus, et c'est ça qui déclenche l'épidémie mondiale. Donc j'ai pensé immédiatement à L'Armée des 12 singes, même si L'Armée des 12 singes c'est pas du tout le même style, mais c'est à peu près le même début d'intrigue, on va dire. Ouais. Après, le côté labo singe, c'est des trucs qu'on a vu dans plein de choses aussi. Mais en effet, là, il y a le côté libération qui était dans l'Armée des 12 singes, c'est vrai. Du coup, sur celui-ci, on va quand même vous donner notre avis. Je l'ai revu, ça fait longtemps que je l'avais pas vu. Les deux, de toute façon, ça fait longtemps que je les avais pas vus. J'avais des bons souvenirs, enfin, en tout cas, j'avais des bonnes impressions qui m'étaient restées. Je l'ai revu. Il a peut-être un petit peu vieilli. On va pas se mentir, il a un peu vieilli peut-être. Mais je le trouve quand même toujours très bien. Après, faut se mettre dans le contexte que nous, à l'époque, on l'a vu quand il est sorti. Et donc, ce type de film, il n'y en avait pas, comme je disais, hein. Les zombies rapides et tout ça, il n'y en avait pas. Maintenant, depuis, il y a eu d'autres films. Donc voilà, vous avez certainement vu d'autres films de ce genre-là. Mais celui-là, c'était un des premiers avec ce type de personnage. Mais j'aime bien. J'ai revu, je trouve qu'il est plutôt pas mal. Je trouve que l'ambiance est bonne. Puis la réalisation de Danny Boyle était plutôt assez moderne à l'époque. Donc elle est toujours plutôt bien aussi, je trouve. Voilà, donc, je pense que 28 jours plus tard est plutôt à voir. Ouais. Effectivement, ça, en termes d'image, ça a un petit peu vieilli. Ce qu'on n'a pas dit, c'est la musique aussi est vraiment très bien. Et elle appuie vraiment sur le film, sur l'ambiance du film. Donc, moi aussi, je l'avais pas vu depuis quelques années. Et en termes de notes sur 10, est-ce qu'on joue au petit jeu? Si tu veux. Je mettrais peut-être un petit 7. Ouais. Parce qu'en plus, ce que j'aime bien dedans, parce que ça va être un peu différent sur celui d'après, c'est qu'il y a assez peu de personnages. Et ça, je trouve ça assez sympa qu'il y ait peu de personnages, en fait. Justement, on revient à des trucs comme Survivor, que je disais, ou comme Walking Dead, où on se concentre sur peu de personnages et c'est plutôt sympa. Et en fait, ça montre encore plus le vide extérieur autour d'eux, en fait. Je valide le 7. Ok, on est sur 7. Le film suivant, 28 semaines plus tard, film de 2007 réalisé par Juan Carlos Fresnadillo. Bravo. Réalisateur espagnol qui était inconnu pratiquement et qui l'est toujours pratiquement aussi. Hein. Il n'a pas fait grand-chose, je crois. Donc, c'est la même histoire, mais 28 semaines plus tard. Avec des acteurs différents, donc le casting est totalement renouvelé, le réalisateur est renouvelé, tout ce qu'on garde, c'est les infectés, le principe des infectés, et on voit 28 semaines plus tard comment l'épidémie a évolué et comment ça peut se terminer. Spoiler, pas bien. Du coup, oui, on est sur le premier, on était un peu sur la découverte du problème. Là, voilà, ils sont déjà posés. On sent que les gens connaissent déjà tous le problème. Ils sont plus, on arrive directement dans la survie. L'intro du film, je l'ai trouvé plutôt très très bonne. Je trouve que ça met dedans direct. Hein. La suite du film sera différente, mais en tout cas, l'intro est vraiment vraiment bien. Préciser quand même qu'en acteur principal, on a Robert Carlyle, qui à l'époque était un acteur qui était pas mal mis en avant parce qu'il avait fait The Full Monty, ce genre de choses. Donc maintenant on le voit plus trop, mais à l'époque il était plutôt bien mis en avant. Il est entouré de très bons acteurs, mais qui à l'époque eux étaient beaucoup moins connus. Donc on a Rose Byrne, on a Jeremy Renner, on a Harold Perrineau et on a aussi un peu Idris Elba qui est un peu moins important mais qui est quand même présent. Donc le casting est plutôt bien, mais voilà, à l'époque ils étaient tous ils étaient très peu connus à part Robert Carlyle en fait. Ouais, et puis là, contrairement au premier film qui était plus intimiste, comme tu disais, avec moins de personnages, vraiment une sensation de découverte de ce qui se passe. Là, on est dans une organisation, hormis l'introduction qui effectivement reste dans le même esprit que je trouve que le premier, on glisse rapidement vers un côté peut-être plus organisation militaire. Et c'est plutôt dans cette optique-là que le film est parti, avec plus ou moins de succès. C'est ça. Et aussi qu'avec un choix que sur lequel j'accroche peu, on passe des rues, on va dire des rues classiques de Londres, à la City, quoi. On est au milieu de buildings très modernes et tout, et du coup, je trouve que ça a moins son charme, parce que du coup, on voit moins l'effet. Ils ont réussi dans le film à protéger une partie de la ville, mais du coup, tout est très propre. Il y a beaucoup de gens, les gens vivent dedans et tout, et du coup, comme c'est moins intimiste, je trouve ça moins efficace déjà. Après, c'est un choix du truc, mais moi, j'accroche moins sur le fait que ce soit dans une ville très moderne, dans un coin de ville très moderne avec beaucoup de gens.
Et du coup, on se trouve qu'on est moins proche des personnages. On est surtout sur l'histoire, pas beaucoup sur les persos, en fait. Oui, le personnage principal interprété par Robert Carlyle, celui qu'on suit au début, mais après j'ai l'impression que vraiment ça se dilue, voilà, qu'il n'y a pas trop de personnage principal. C'est effectivement, moi ça m'a plus fait penser à un film d'action en fait. C'est ça. On sent que le réalisateur a voulu faire un film d'action. Et du coup, on y perd un peu sur l'intérêt. Après, en plus de ça, bon, en le revoyant, j'ai vu que la réal est pas folle, honnêtement. Danny Boyle était 100 fois mieux. Là, je sais pas, Juan Carlos, je sais pas, il a dû louer un hélicoptère cher parce qu'il fait des plans du ciel. Mais il y en a tout le temps et il y en a plein qui servent à rien. C'est insupportable, je trouve. Au niveau du montage, c'est pas toujours très, très clair. Il y a des scènes qui sont vraiment, vraiment ridicules parce qu'elles sont stupides. Pour donner un exemple, à un moment, et c'est vraiment dans la réalisation, il y a un moment, il y a un personnage qui tape le visage de quelqu'un avec une crosse de fusil. Mais pour donner de l'effet, en fait, à chaque fois qu'il donne un coup, en fait, on voit à travers le viseur du fusil la tête qui se fait cogner. Sauf que si vous tapez avec une crosse, vous aurez jamais le viseur vers la tête. Le viseur est dans l'autre sens. Donc du coup, c'est absurde. En fait, moi, j'ai trouvé ça m'a sauté aux yeux. J'ai trouvé ça absurde. Et donc il y a plein de petites choses dans les réalisations qui sont assez absurdes, des situations absurdes, et des fois des dialogues aussi qui sont très très cons, quoi. Ouais, on sent que le niveau a fortement baissé, mais moi ça m'a fait plaisir quand même de voir Harold Perrineau, qui est le pilote d'hélicoptère, donc l'hélicoptère qu'ils ont loué pour le film. Oui, c'est ça, ouais. Et Jérémy Renner, que j'aime beaucoup, notamment dans la série Mayor of Kingsdown, je vous conseille de la regarder. Beaucoup de gens penseront à Œil de Faucon dans les Marvel, du coup. Je m'en fous, j'aime pas Marvel. Et moi je trouve que le casting est bien. Et je trouve que c'est ça qui fait un peu sortir le film d'un nanar. Alors du coup, je trouve aussi que le casting est bien. Genre, j'aime beaucoup Robert Carlyle, j'ai toujours beaucoup aimé Robert Carlyle, donc déjà c'est bien. Je suis moins... Alors, ça va faire macho, hein, mais ça n'a rien à voir avec le sexe. Hein, mais je suis moins emballé par Rose Byrne, mais j'ai jamais trouvé qu'elle était fabuleuse. Je la trouve un peu fade. Donc je la trouve fade. Après, oui, non, le casting est cool. Idriss Elba, on le voit peu, mais dès qu'on le voit, bon bah voilà, c'est Idriss Elba, il y a un charisme de dingue, donc on le remarque. Et non, après le casting est bien, mais voilà, c'est plus un problème de réal, de scénar, de situations qui sont un peu mal foutues ou très bêtes, comme je disais. Hein. Par exemple, je vous redonne un autre exemple, mais à un moment, il y a, sans rentrer dans le spoil, hein, mais il y a un moment, il y a quelqu'un qui tire sur des gens, qui les shoot tous les uns après les autres. Il y a un personnage qui se cache, qui essaie de repérer où est planqué le tireur, il met un miroir pour voir où il est. Le gars tire dans le miroir, donc l'autre a un miroir dans sa main quand même. Hein. Et là, le gars dit, à propos du tireur, un truc du genre, il panique, et il tire n'importe où. Alors, j'ai pas vu où il tirait n'importe où, puisqu'il a flagué absolument tout le monde. je me suis dit exactement la même chose. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce dialogue débile? Le gars, il est à je sais pas combien de centaines de mètres, il tire sur un miroir qui fait cette taille-là. Et il dit, oh non, il tire n'importe où. Ouais, non, c'était absurde. Donc voilà, malheureusement, dans le film, il y a plein de petites scènes qui sont stupides, en fait, et assez absurdes. Donc... voilà, où pour faire une ambiance, à un moment, pour sauver les gens, ils décident d'éteindre les lumières, ce qui est assez bizarre. Et du coup, après, ça permet au réalisateur de faire un effet stroboscopique, ce qui est très vendeur au niveau image, parce qu'il se passe plein de choses, il y a l'effet stroboscopique. Sauf que par contre, dans l'histoire, le fait d'éteindre les lumières et qu'il y ait cet effet-là est absurde. Dans le scénario, c'est absurde, en fait. Donc voilà, malheureusement, il y a une suite de choses absurdes pour faire des effets qui sont pas toujours réussis en plus. Donc le 2 est, moi, beaucoup moins emballé. Il y a aussi une autre ref qui m'a fait tilter, c'est la fin du film, dont une petite scène se déroule avec une lunette de vision nocturne. Ça m'a fait penser à Rec. Oui, moi aussi. Le réalisateur est espagnol et Rec est sorti en 2007 comme ce film-là. Donc je me dis, est-ce qu'il y a un clin d'œil ou pas? Alors c'est marrant que j'ai pas vérifié, je me suis dit la même chose, je me suis dit c'est Rec. Sauf que cette scène est stupide aussi, puisqu'en fait la personne qui regarde dans le viseur est censée guider les deux personnes qui sont en face, et elle passe son temps à regarder les deux personnes. Oui. Donc on voit qu'elle regarde les deux personnes en disant attention, avance, fais attention, alors qu'elle ne regarde pas en fait où ils vont. C'est une ref inutile et stupide. Et voilà, qui rend une scène stupide. Et il y a aussi, et je vais m'arrêter là, mais il y a aussi une scène avec l'hélicoptère d'Harold Perrineau. Qui est d'une bêtise affolante. Voilà, je ne dirai pas plus, mais d'une bêtise affolante. Si, c'est la meilleure scène du film, digne de la fin de Branded. C'est ça. Je pense qu'il a voulu faire un peu la fin de Branded, en effet, avec un hélico. Sauf que, demandez à un pilote d'hélico, vous allez voir qu'il vous dira que ça risque de mal finir une scène comme ça. Enfin bon, voilà, plein de petites scènes stupides, en fait, donc c'est triste.
parce que bon casting, et voilà, c'est le numéro 2 d'un film qui était plutôt bien, mais voilà, une réalisation qui est très mauvaise, voilà, plein de scènes un peu stupides, des personnages qui sont pas très intéressants, donc c'est un peu bête. Par contre, ils introduisent une idée qui peut, alors je ne sais pas si ça va apparaître dans le 3, mais il y a une idée un peu là dans celui-ci qui pourrait peut-être apparaître dans le 3. Enfin, voilà, on peut pas en dire trop, mais je ne sais pas s'ils vont la garder, parce qu'en effet, le film était fait en 2007, et là, le 3 va sortir cette année, donc on a presque 20 ans d'écart. Donc est-ce qu'ils ont... Et puis surtout que le 2 était moins bien. Donc est-ce qu'ils vont se caler sur le 2 ? Je sais pas. Ils vont peut-être zapper le 2. Surtout que le 3 est réalisé par Danny Boyle. Le 1 est réalisé par Danny Boyle. Le 2 n'est pas réalisé par Danny Boyle. Alors, est-ce que Danny Boyle va pas omettre le 2 et passer du 1 au 3 directement ? C'est peut-être la moins mauvaise idée du film, je trouve. Oui, oui. Et notamment, il y a une scène qui fait comprendre un peu le truc et que j'ai trouvé pas mal. Oui, la scène est bien. Cette scène est bien. Il y a quelques scènes qui sont bien quand même. Ouais. Donc, après toutes ces éloges sur ce film, ouais. Moi je mettrais... J'ai passé un bon moment quand même. Je trouve qu'il y a quand même des films qui sortent aujourd'hui et qui sont quand même beaucoup plus nanars que ça, beaucoup plus mauvais. Donc moi je serais gentil et je mettrais la moyenne. Parce que j'ai passé un bon moment, donc moi je mettrais 5. Donc je te laisse donner ta note, Greg. Alors moi je suis d'accord, il y a beaucoup de films qui sont mauvais, surtout dans les films d'horreur actuellement. Mais voilà, c'est pas pour moi, c'est pas une raison. Et j'ai eu trop de trucs que j'ai trouvé stupides, donc moi je mettrais 3. Ok. Voilà, je mettrais 3 parce que vraiment... Trop de trucs qui m'ont déplu. Il y a une ou deux scènes en effet qui sont bien. La scène du départ qui est vraiment top, avec une excellente musique encore d'ailleurs, qui est très, très efficace. Et en effet, une scène dont tu parlais qui amène une nouvelle idée, qui est plutôt bien foutue aussi. Et quelques plans qui sont cool, Robert Carlyle qui est bien aussi. Mais bon, il y a des trucs que je pardonne pas, des trucs qui sont vraiment trop bêtes, et du coup, ça m'a gavé quand même. Donc voilà, donc premier, on est sur 7 sur 10, deuxième, on est sur 3 sur 10. Donc maintenant... On attend de voir le troisième. On espère que ce sera plus proche du premier, sachant que c'est le même réalisateur. Depuis, bon, il a eu de la bouteille en plus, donc on va voir ce qu'il va faire. Je pense qu'il aura du budget, peut-être beaucoup plus de budget que pour le premier. Le film a la particularité d'être réalisé intégralement avec l'iPhone. Donc, le dernier modèle d'iPhone, c'est ça, Greg ? L'avant-dernier, je crois, le 15. L'avant-dernier. Le 15, tu m'as dit, c'est le 15, c'est 15 l'avant-dernier. Pro, je crois, ouais. Et on n'a pas beaucoup d'infos. On a une bande-annonce qui est plutôt bien. On sait que les gens qui ont vu... alors, je veux pas trop spoiler, donc je veux pas être trop précis, mais les gens qui ont vu les deux premiers espèrent voir certains personnages dans le 3. Il y en a même qui pensent en avoir vu certains dans la bande-annonce. Apparemment, ça a été démenti. Donc il y aura peut-être pas on reviendra certainement pas sur les personnages des deux premiers. On a toujours un casting qui est plutôt pas mal, parce qu'on a Aaron Taylor Johnson et Ralph Fiennes, donc on est plutôt sur quelque chose, enfin surtout Ralph Fiennes qui est plutôt assez costaud quand même, on peut s'appuyer pas mal sur lui. Et la bande-annonce est plutôt cool, on en avait parlé en fait, on a fait une vidéo en début d'année pour parler des films qu'on attendait cette année. Celui-ci apparaissait, donc on avait déjà mis la bande-annonce, et donc on va voir ce que ça donne. On sait qu'au niveau de l'histoire, pour vous donner quand même une petite idée sur l'histoire, en fait on est donc 28 ans plus tard, pardon. Il y a un groupe de personnes qui vit sur une petite île qui est liée au continent par juste un chemin qui est extrêmement bien gardé. Et en fait, il y a un père et son fils qui sortent de l'île pour aller sur le continent pour une mission. Et en arrivant sur le continent, ils découvrent ce que le continent est devenu. Donc ça va être sympa parce que moi qui regrettais que dans le 2, on se retrouve dans un endroit avec des buildings et très modernes et tout. J'avais trouvé ça un peu dommage. Là, je pense qu'on va vraiment se retrouver sur un lieu vraiment post-apocalyptique. Certainement, et j'ai l'impression que c'est ce qu'on comprend un peu dans la bande-annonce, certainement avec des peuplades, peut-être des groupes de personnes qui ont évolué de façon différente et qui, voilà. Donc ça va être sympa. Faut voir comment ça va être traité, mais de redécouvrir de nouvelles personnes sur un film post-apocalyptique, des gens qui ont évolué peut-être différemment avec le problème de virus, peut retomber sur un truc bien. Le fait que ce soit un père et son fils, ça me fait un peu penser au film La Route, que je crois que tu ne t'as pas vu, mais que je t'avais déjà conseillé, avec Viggo Mortensen, qui est un excellent film de science-fiction que je vous conseille de voir. Voilà, donc on attend de voir. Danny Boyle, il est plutôt bon. Après, il énerve un peu certaines personnes, parce que des fois, il fait des films un peu clippés. Un peu, par exemple, Slumdog. Moi, j'aime bien Slumdog, mais je sais que beaucoup de gens n'avaient pas aimé, parce qu'il y avait beaucoup trop d'images. Le montage était trop clippé et tout. Mais bon, sur la bande-annonce, il n'a pas l'air trop dans cette optique-là. Faut voir. La bande-annonce, c'est cool, moi, je trouve. À noter qu'il revient avec Alex Garland, qui était scénariste du premier, qui n'était pas du tout présent, qui était présent en tant que producteur sur le deuxième, mais qui n'avait rien fait d'autre. Et là, il revient également en couple avec Danny Boyle pour ce troisième film. Donc, du coup, si c'est le réalisateur, enfin si c'est le scénariste du premier, attendez-vous peut-être à retrouver des trucs que vous avez vus il y a pas longtemps, genre un petit Last of Us, un truc bizarre comme ça, une petite copie, mais il l'aura pas fait exprès. Donc les champignons, par exemple. Ouais, c'est ça, par exemple.
Alex Garland qui est aussi réalisateur et j'ai vu notamment Civil War qu'il avait sorti et qui je trouvais magnifique en termes d'image, de photographie. Le film, quant à lui, je l'avais trouvé moyen, on va dire. En fait, le film, moi, je l'ai trouvé bien, mais j'ai été déçu. Je m'attendais vraiment à un truc de fou. J'étais très, très emballé et j'ai trouvé le film bien. Du coup, j'ai été déçu, c'était la déception. Mais par contre, comme on était sur du plus ou moins post-apocalyptique, hein, ça se rapproche, du coup, il y a un bon traitement dans Civil War. Donc c'est plutôt pas mal que ce soit quelqu'un comme ça qui travaille sur 28 ans plus tard. Un bonus, il y aura une suite à 28 ans plus tard qui s'appelle 28 ans plus tard, je ne sais pas comment, Bon Temple. Bon Temple. Et surtout, attention, ça va plaire à beaucoup, réalisé par... Une femme. Je n'ai pas son nom, mais c'est une femme. Nia DaCosta. Nia DaCosta. Qui est une femme racisée. Donc je pense que... Ah bah ça va encore faire plus plaisir à tout le monde. Donc voilà. Et donc on a vu ça et on ne sait pas du tout si ça va être une suite directe ou une sorte de spin-off. Je pense plutôt un spin-off, peut-être quelque chose qui se passe en parallèle de 28 ans plus tard. Alors par contre, réalisatrice américaine, et c'est vrai que le côté british, moi je l'aimais bien, donc j'espère que ça changera pas grand-chose. Après, ça se trouve, le troisième, hein, Danny Boyle, il est devenu un peu international du coup, hein. Du coup, même avec Danny Boyle, ça se trouve, dans le troisième, on aura moins ce côté britannique. Hein. Mais bon, en tout cas, là, ce sera une américaine. La bonne nouvelle, c'est que le film sort en 2026, car il a été tourné simultanément avec le film 28 ans plus tard. Donc voilà, pour ceux qui aiment cette série de films, je pense que 2025-2026, ce sont des bonnes années. Avec, alors c'est Wikipédia, j'ai pas vérifié partout, c'est Wikipédia, mais sur Wikipédia, il y a écrit que c'est avec Aaron Taylor Johnson, ce qui fait que potentiellement, il nous spoil peut-être, hein, je sais pas, mais ça dépend comment on s'est placé dans le temps, et avec Cillian Murphy. C'est ce qui nous est indiqué. Ils ont quand même sauté sur l'occasion de faire revenir un Cillian Murphy. Alors, est-ce que c'est sur du flashback? On verra. Mais apparemment, il sera annoncé. Et écrit par Alex Garland et produit par Danny Boyle. D'accord. Donc, on reste quand même dans la même famille. Voilà. Ok, bah super. On est bon. Oui, maintenant, on n'a plus qu'à attendre donc, le 18 juin que le film sort pour voir si les 20 ans qui sont passés rattraperont déjà le numéro 2 et si le troisième sera au moins à la hauteur du premier. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé des films si vous l'avez vu. Est-ce que, tout comme nous, vous avez vu les refs, mais elles sont très visibles. Enfin, la ref, notamment The Walking Dead. Et également la ref L'Armée des 12 singes. Si vous avez d'autres références, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. Sinon, abonnez-vous, partagez la vidéo, et en espérant qu'elle soit pas shadowban comme la dernière. Qui est très bien. Qui est très bien. Et Greg, je te laisse le mot de la fin. Tu viens de le dire, donc rendez-vous le 28 juin pour voir 28 ans plus tard. À bientôt, puis passez une bonne journée ou une bonne nuit, ça dépend quelle heure il est. Ciao. Salut. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos.